Bon, mesdames, messieurs, je vais vous inviter donc à vous installer les unes et les autres pour le lancement de ce forum, un des derniers d'ailleurs, un des tout derniers, enfin j'imagine, puisque bientôt le Premier ministre se prononcera dans l'auditorium, et donc je suppose que c'est un moment pivot dans le Congrès. Ravi de vous retrouver dans cette salle intimiste et très agréable pour animer des débats. Que serait notre vie sans la culture, au cœur du désarroi de l'époque, mais chaque époque a le privilège de disposer de raisons toujours justifiées de se lamenter. La culture s'inscrit comme un contrepoint. Le monde s'écroule et hop, un poème, une pièce de théâtre, une chorégraphie viennent l'éclairer d'une lumière différente. Théâtre, danse, musique, et les communes organisent cette forme de résistance active dans des lieux dédiés, des festivals. Mais la culture dérange, bouscule les consensus, coûte cher. Elle est souvent l'une des variables d'ajustement des austérités budgétaires. De plus, à l'heure du tweet, du clic des réseaux sociaux, le spectacle vivant est parfois victime de la toxicité, de la bêtise, quelle qu'en soit la forme, l'origine, le mobile, voilà, et voilà. Et je le mets. Ah, pardon, il marche pas. Ah bon, d'accord. Ok, ben, ça marche pas. Je reprends, non, c'est pas. Bon, qui n'a pas connu ici dans cette salle une rencontre avec une MJC, une bibliothèque, une médiathèque, un lieu, une association, un prof, bref, des gens sortis de la botte des services publics. Les ignares en viennent même à vouloir peser sur la programmation, à l'assaisonner à leur goût, jusqu'à leur dégoût parfois. Bref, la culture est en danger et les maires sont encore là, heureusement, pour lui venir en aide, parce que les dictateurs ne rêvent que de ça, vous le savez, vous ici, une société sans culture. Nous allons parler culture avec nos deux coprésidents du forum que j'invite à rejoindre cette scène ici. Florence Portelli, oui, vous pouvez y aller. Maire de Taverny, dans le Val d'Oise, et Olivier Peverelli, qui est maire du Teil, en Ardèche, par ailleurs, donc coprésident tous les deux de la commission culture de l'AMS. Je me permets aussi de vous présenter rapidement les maires et les acteurs culturels qui apporteront leur témoignage tout au long de ce forum. Anne Cardinal, maire de Langres, dans la Haute-Marne, première vice-présidente de la communauté de communes du Grand Langres. Yann Gallu, maire de Bourges, dans le département du Cher, premier vice-président de la communauté d'agglomération de Bourges. David Nicolas, je ne sais pas si tu es arrivé, Dani. Il est là. Il est là. Merci, monsieur Nicolas. Donc, maire d'Avranches, président de la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel en Normandie. Fabien Leguernevet, vice-président de la Fédération nationale des collectivités pour la culture, adjoint au maire de Vannes. Et Florence Guinard, membre du bureau national du Syndéac, le syndicat national des entreprises artistiques et culturelles, directrice du TNP de Villeurbanne. C'est la tradition, mesdames, messieurs, madame Portelli. Donc, vous avez non pas l'obligation, mais vous êtes invité à dire deux, trois mots pour ouvrir ce forum. Est-ce que, à vos yeux, Madame Portelli, les communes sont véritablement face à une offre de spectacle qui est sous tension aujourd'hui plus que jamais? Oui, alors par rapport à la présentation que vous avez faite, déjà, il y avait des problèmes avant les soucis budgétaires que nous allons rencontrer, que nous rencontrons, et les annonces qui ont été faites. Parce que c'est vrai que la transition écologique que nous appelons tous de nos voeux, qui est vitale et essentielle, mais néanmoins fait peser un coût supplémentaire sur les structures qui accueillent justement le spectacle vivant. Il y a aussi toutes les exigences en termes de sécurité. Maintenant, quand vous organisez un spectacle, quand vous organisez une manifestation, il y a, à cause de l'explosion de la violence que nous connaissons, énormément de moyens de sécurité qui sont mobilisés. Alors en plus, pour peu que certains n'aient pas de police municipale, mais même quand vous en avez une, le taux de présence de personnel de sécurité par rapport au public est important. Vous avez évidemment l'augmentation du coût des fluides, tout ce que nous connaissons depuis un certain temps. Donc déjà, à la base, il y avait ces problèmes de coûts, des problèmes aussi parfois d'accès et de transport. Je pense notamment à beaucoup de théâtres parisiens qui sont de plus en plus vides. Et puis aujourd'hui, vous avez des annonces budgétaires très dures, mais très dures parce que le pays est en train de couler. Donc bon, ça c'est un autre débat que nous n'aurons peut-être pas ici, mais en tous les cas, c'est une réalité. Mais le problème, évidemment, la conséquence de cela, c'est que il va falloir taper dans beaucoup de budgets. Les communes aujourd'hui sont exsangues. Les départements et les régions n'en parlons même pas. Et je rappelle quand même que les collectivités locales financent énormément le spectacle vivant et que le premier financeur du spectacle vivant au sein des collectivités locales, ce sont les villes, hein, ce sont les communes, les villages. Et à partir de là, c'est vrai que le fait que on nous ponctionne sur les collectivités 8,9 milliards d'euros, forcément, ça va avoir des incidences, alors pas que sur la culture, mais aussi sur la culture. Alors déjà, certains
été tentés, quand ils avaient besoin de faire des économies, de faire payer, j'allais dire, la culture, hélas. Certains considérant que c'est du loisir et non pas la pierre, les fondations de notre société. Mais aujourd'hui, sachant que nous allons devoir taper dans à peu près tous nos budgets, eh bien c'est vrai que, alors moi c'est pas le cas dans ma ville, mais pour beaucoup de collègues, et je ne leur jette pas la pierre parce que ça va être extrêmement compliqué, eh bien la culture risque d'en payer un très lourd tribut. Olivier Peverelli, sur cette thématique justement des contraintes, est-ce qu'il va falloir réinventer en quelque sorte une forme de pratique culturelle à l'échelle communale? Est-ce qu'il y a des alternatives? Je le sais parce que vous en cherchez beaucoup, vous, de votre côté, pour faire vivre à la fois un tissu culturel et un tissu social, favoriser la cohésion sociale à travers la culture. Oui, d'abord, je partage complètement l'analyse de Florence sur les difficultés d'avant et les difficultés à venir. Du coup, si on est là, c'est qu'on considère que la culture, c'est un socle qu'il ne faut pas détruire. Moi, la question que je me pose, c'est que certes, il va falloir tailler dans les dépenses, mais je pense qu'il va falloir aussi ouvrir peut-être le robinet des recettes. C'est aussi un autre débat, mais je pense qu'il faudra le poser comme ça, parce qu'autrement, c'est la culture, une partie de la culture qui risque de disparaître, une partie des politiques jeunesse, des politiques alimentaires qui sont indispensables et qu'on pratique tous dans nos communes. Enfin, le débat doit être porté au niveau national différemment, et la culture, je pense que joue un rôle fondamental. La culture peut se faire, il y a plusieurs niveaux, il ne faut jamais opposer toute l'organisation culturelle qui existe chez nous en France, parce que c'est de cette richesse qui est indispensable et qui nous permet d'apporter des solutions et des transformations locales. Nous, on est une ville de 9000 habitants. On a la chance d'avoir sur notre territoire une scène nationale musique actuelle, un pôle national des arts du cirque qui est à quelques kilomètres, mais en même temps, on développe une offre culturelle qui est vraiment une offre de soutien à des initiatives locales. Ça peut être une troupe de théâtre, ça peut être une troupe de danse, etc. Et on s'est rendu compte aussi que ce qui importait ces initiatives locales, c'était d'avoir des locaux. C'est indispensable pour qu'il y ait l'installation d'une activité artistique, culturelle. Nous, c'est ce qu'on fait. On met à disposition, nous avons des friches industrielles et on met à disposition des locaux que nous avons aménagés sommairement, mais qui permettent de faire vivre tout un tas d'initiatives locales. Et du coup, il y a un maillage qui s'installe et c'est un peu le contrat qu'on passe avec toutes ces initiatives, c'est leur dire, vous avez le local à disposition. Le jour où vous arrivez à créer un modèle économique, vous prendrez en charge les fluides et puis un peu de loyer pour payer les travaux d'entretien. Mais je pense que c'est des modèles et du coup qui allient à la fois du professionnalisme, des initiatives qui sont des initiatives plutôt socio-culturelles et puis une adhésion de la population parce qu'il y a de l'ancrage local. Je pense que cette dimension-là d'ancrage local est vraiment indispensable si on veut que la culture le reste ou le devienne encore plus. À tel point, monsieur le maire, que vous avez utilisé aussi un dispositif qui est hors culture en quelque sorte, puisque oui. c'est territoire zéro chômeur, pour créer une EBE, rappelez, donc entreprise à but d'emploi, donc qui permet effectivement d'ouvrir chez vous un bar à jeux, oui. précisément, oui. où il y a donc de l'animation. Deux mots là-dessus, et après je reviendrai vers vous. Oui, dans le cadre du dispositif national territoire zéro chômeur, nous avons créé la première entreprise destinée à la culture. On avait deux objectifs à ça, c'est que c'est de territoire zéro chômeur, c'est de permettre à des personnes qui étaient privées d'emploi de retrouver le chemin d'emploi, mais qui ne soient pas uniquement sur des activités
on va dire, qu'on retrouve dans tous les domaines de l'insertion, du nettoyage, ou qui sont indispensables. Mais ces gens sont formés, ils accueillent, ils sont à l'accueil des festivals, ils sont même à la présentation de certaines activités culturelles, des expositions, des choses comme ça. Donc ils sont et ils ouvrent. On a un bar à jeux aussi, donc de jeux de société, et ils tiennent ce bar, donc avec un animateur, et puis ils ont aussi créé une guinguette itinérantes, et ils se baladent dans les quartiers ils font de la musique, ils font des jeux de société, ils mettent les tables dehors. Il y a une machine à café, une machine à bière, et puis de temps en temps un petit groupe musical. Et là, on est vraiment, on est horizontaux au même niveau que les habitants d'un quartier. D'accord. Merci, monsieur le maire. Florence Portelli, l'idée comme ça, il y a les parcours résidentiels dans le logement. Est-ce qu'il y a des parcours culturels qui aujourd'hui sont plus compliqués, de l'école à l'éducation populaire jusqu'à ces associations, pour remplir les salles dont vous constatez qu'elles commencent un peu à se vider dans les théâtres parisiens, par exemple? Écoutez, moi je le fais dans ma commune. On a un parcours qui commence dans le ventre de la mer. Vous voyez, on a importé un modèle scandinave qui s'appelle Babysimo, où les mamans enceintes commencent à faire de la musique avec leurs enfants. Et j'allais dire, on ne les lâche pas, les enfants, dès qu'ils sont nés. On fait beaucoup dans les crèches, pour les assistantes maternelles libérales, puis on continue dans les maternelles. On a mis de la philosophie dans la médiathèque pour les enfants de maternelle. Alors, ils ne travaillent pas sur la critique de la raison pure, mais ils font quand même de la philo. L'idée, c'est qu'un enfant apprenne à se questionner, à être curieux et à aller vers, pour éviter les endoctrinements fâcheux des années que nous connaissons. Et après, nous avons du 100% éducation artistique et culturelle, avec le conservatoire qui vient dans l'école de la République. Alors, ce n'est pas le plan Blanquer. J'aime bien Jean-Michel, mais plan Blanquer, c'était quand même, on demandait à des professeurs de l'éducation nationale d'être des professionnels du chant. Pardon de dire ça, ce n'est pas forcément le cas, même si en France, on n'est pas trop regardant sur la justesse, mais de manière globale. Mais là, nous payons l'édumiste, qui est une filière d'ailleurs à développer de mon point de vue. Nous payons les instruments de musique. Nous avons des classes cordes, des classes bois, des classes comédie musicale, des classes théâtre. Tout ça obligatoire en CM1, CM2. Puis nous avons des résidences d'écrivains, des résidences de critiques de films, des festivals de cinéma adaptés au métier du cinéma, etc., etc. Moi, je crois beaucoup à ça. Et je pense que d'ailleurs, un bon président de la République, ministre de la Culture, mais il écoute aussi ce que dit le président, dans un programme, on devrait développer des conservatoires, j'allais dire, pas à l'ancienne, mais comme nous en connaissons aujourd'hui, dans tous les cantons, pour qu'ils puissent faire de l'éducation artistique et culturelle à l'école, comme ça se fait dans les pays scandinaves. Et je pense que c'est le meilleur moyen aussi d'éduquer. Je suis aussi vice-présidente de la région Île-de-France en charge de la culture. Je vous donne un mauvais exemple de médiation culturelle et un bon exemple. On a voulu regarder un peu le financement de la médiation culturelle dans les cinémas. Exemple de mon point de vue, de mauvaise médiation culturelle. Vous avez des clubs de foot, par exemple, et tiens, il y a un film sur le foot, donc on va proposer au club de foot d'offrir des places de cinéma pour aller voir le film sur le foot, genre Joue là comme Beckham, À mort l'arbitre, etc. Ils vont y aller une fois, ils ne vont pas y aller deux fois. Parce qu'une fois qu'il n'y aura plus de films sur le foot, ils n'iront pas voir les autres films. Bon, la bonne médiation, de mon point de vue, artistique et culturelle en termes de cinéma, c'est par exemple quand je fais venir Samuel Blumenfeld, qui est l'historien du journal Le Monde sur le cinéma, et qui vient décortiquer Le pianiste de Polanski, West Side Story première version, Le dernier métro, ou pourquoi Citizen Kane a été un film majeur. Là, je pense un film sur le foot. Ou un film sur le foot, mais Maradona de Costa Rica, par exemple. Désolée d'être attachée à Citizen Kane, mais en tous les cas, de faire comprendre qu'un film qui peut paraître ardu peut être en réalité absolument passionnant. Et c'est ce travail-là qu'il faut faire, parce que si on n'éduque pas, pas de manière d'ailleurs déconnectée, sentencieuse, mais si on n'amène pas la culture dans le cœur de nos gamins quand ils sont petits, mais je pense qu'après, sauf s'ils ont des parents qui jouent le jeu, etc., ce qui est de moins en moins le cas, eh bien vous aurez de moins en moins de monde dans les salles de cinéma, dans les salles de théâtre, etc.
Monsieur le maire, alors je vous explique le fonctionnement. On va lancer la première séquence si vous le souhaitez bien, et vous avez accès direct à cette tribune quand vous le souhaitez en votre qualité de coprésident. Ça fait partie des statuts des forums, en quelque sorte. Donc à très bientôt, monsieur le maire et madame Portelli. On commence donc avec la première séquence, un ancrage local fort de l'offre de spectacles vivants. Plusieurs difficultés sont signalées de plus en plus par les professionnels, essentiellement de nature financière. Et comme les communes restent malgré tout les premiers financeurs de la culture, ben forcément on se trouve face à des difficultés. Et on voit qu'il y a des résistances qui sont organisées. Et globalement, c'est un peu ce qui se passe souvent. On dit que tout va mal, mais qu'il y a quand même des choses qui se font. Donc on va essayer de voir comment ça se fait, justement. Anne Cardinal, vous êtes la maire de Langres et vous soutenez depuis 35 ans le festival Tintamarre. Mars. Alors j'insiste sur Tintamarre parce que c'est vraiment au mois de mars. Et comme je viens de Marseille, on prononce tout, nous. On dit tout, donc voilà. Dans un territoire rural et isolé, c'est un peu caricaturé peut-être le territoire, je m'en excuse, mais c'est le cas. C'est le vrai défi pour vous d'installer donc ce festival, de le soutenir depuis 35 ans maintenant et de lui apporter à la fois financement, mais aussi une dynamique territoriale. Alors effectivement, Langres est située, petite ville de 7800 habitants, dans un territoire très rural et dans un département qui perd environ 1000 habitants par an. Donc voilà, donc nous, la culture, et en particulier tous les festivals qu'on peut organiser, c'est vraiment pour faire de l'attractivité. Ce n'est pas une lourdeur, pour nous c'est un levier d'attractivité. Et ça, on veut absolument le maintenir. Effectivement, donc nous avons déjà le festival Tintamarre depuis plus de 30 ans. Et donc c'est un festival qui s'étend sur à peu près un mois et qui touche des spectateurs de la maternelle, pas encore du ventre de la maman, mais de la maternelle jusque dans les EHPAD, et qui, étant donné qu'on a une population aussi très âgée sur le département, donc on se déplace dans les communes rurales, ça ne reste pas dans le centre, la petite ville bourg-centre, on se déplace dans la ruralité et on fait des spectacles à la fois dans les écoles rurales et dans les salles des fêtes des petits villages. Et donc, c'est pendant un mois à peu près, c'est ça, 3 pendant semaines. Un mois. Voilà, pendant un mois, et donc c'est un festival itinérant avec des tas de disciplines artistiques. Avec des tas de disciplines artistiques. Vous avez aussi bien du cirque, de la musique, du théâtre. Enfin, il y a énormément de diversité. Et en plus de ça, c'est porté par une association. C'est pas porté par la ville elle-même complètement. C'est vraiment porté par une association et qui dure depuis 30 ans. Avec aussi, donc ça c'est au mois de mars. Et au mois d'octobre, quand on a digéré finalement les émotions de ce festival-là, ben on réattaque. La philo, comme vous le savez en ce moment, est un peu dans l'air du temps. On aime bien s'interroger sur le futur de l'être humain, sur l'organisation des sociétés. Et donc, il y a aussi chez vous un festival, des rencontres philosophiques. Des rencontres philosophiques. Organisées là aussi par une association, et ça entraîne forcément un écosystème éducatif, associatif, etc. Alors effectivement, notre programme culturel nous s'étend quasiment du début de mars avec Tintamarre et se clôture au mois d'octobre avec les rencontres philosophiques. Pour ceux qui ne le savent pas, Langres, ville natale de Diderot, donc on avait vraiment toute l'opportunité pour faire un festival. Donc ce festival, on a fait la 14e édition cette année, porté aussi par l'éducation nationale puisqu'il est centré autour du programme national de formation pour les professeurs de philosophie et les inspecteurs de philosophie. Donc il y a vraiment 3 jours spécifiques de formation avec des séminaires, donc là vraiment d'un niveau très élevé. Mais autour de ce programme national de formation, nous avons une association qui s'appelle Autour des rencontres philosophiques pour faire découvrir et se questionner les citoyens de la ruralité autour de Langres, et toujours sur un thème et toujours avec à la fois des spectacles ou des conférences très atypiques, et pareil, 2-3 ans dans les classes. Et maintenant, nous avons 2 journées spéciales collégiens et lycéens qui drainent les lycées autour du département. Donc tout va bien, Mme Cardinal? Pour la culture à Langres, tout va bien et on ne baisse pas les budgets malgré les contraintes. D'accord, oui, d'accord. Donc pas de problème. Mais c'est une véritable... Pas de problème financier, pas de problème de crise du bénévolat. Comme toutes les communes. Alors comment on trouve, voilà, c'était une question un peu taquine, juste pour savoir comment on trouve des solutions. Est-ce qu'il y a des relais? Est-ce qu'il y a du mécénat? Est-ce qu'il y a des gens qui rentrent, qui apportent des plus-values financières ici ou là? Je sais que le maire du Teil va chercher des financements nouveaux. J'imagine que Mme Portelli aussi est portée vers ce genre de solutions. Est-ce que c'est le cas pour vous? Alors effectivement, donc nous, notre volonté depuis 2020, c'était vraiment de
donner l'accès à la culture à tout le monde. Donc déjà, c'est porté par la ville et nous avons créé des emplois au niveau de la ville pour soutenir les associations et pouvoir faire cette coordination et ce lien. C'était vraiment un projet politique fort. Et en plus de ça, tous nos spectacles sont avec des tarifs qui ne sont pas... qui sont accessibles au regard de nos revenus sur le département. Donc ça aussi, c'était quelque chose. On ne voulait pas que les salles se vident, justement. Donc c'était vraiment un projet phare. Et pour nous, tout ce qui est spectacle fait venir du monde. Et du coup, c'est de l'activité économique. Et du coup, nous avons aussi des partenaires maintenant qui nous aident sur certaines animations. Et ça aussi, maintenant, c'est un autre moyen qu'on n'était pas forcément habitué, mais aller chercher des sponsors, maintenant, il faut le faire. Et donc, on le fait. Eh ben, très bien, merci beaucoup. Là, sur juste une petite question, une petite réponse aussi rapide. Crise du bénévolat ou pas? Est-ce que ça entraîne ou les formes du bénévolat évoluent aussi? Alors, simplement, oui, les formes du bénévolat évoluent, mais nous, sur l'Ancre, 7800 habitants, 250 associations, 600 manifestations culturelles par an. Donc, je pense qu'on a encore des belles journées devant nous. Merci à vous. Il y a plus tard, Madame le maire, Madame Cardinal, vous êtes là, et puis certainement que quelques questions viendront vers ici. On va rencontrer un maire spinoziste. Eh oui, puisqu'on reste sur une tonalité un peu philosophique, parce qu'il a persévéré dans son être, et il est allé chercher un superbe projet. C'est à Bourges. Venez vers nous, cher monsieur Galu, Yann Galu. Vous avez clairement affiché la couleur lors du temps comment dire, citoyen de la campagne électorale, en disant nous, la culture, c'est une priorité. Alors, j'espère que je ne vais pas déformer les chiffres. 66 500 habitants, c'est ça, pour Bourges, 100 000 au niveau de l'agglo, donc une centralité plus que forte, c'est le moins qu'on puisse dire. Et on peut applaudir Bourges, puisque c'est la capitale européenne de la culture en 2028. Et en face, il y avait quand même une sacrée concurrence des métropoles. On ne va pas le citer, mais c'est vous qui avez emporté la mise en quelque sorte. Comment vous y êtes arrivé ? D'abord, bonjour à toutes et à tous. Écoutez, oui, j'ai la chance et l'honneur d'avoir remporté ce label, hein, qui est un label prestigieux, puisque après Marseille en 2013, la capitale européenne de la culture sera organisée à Bourges en 2028. Donc je vous donne déjà toutes et tous rendez-vous à Bourges en 2028, ou même avant, pour cette année qui va être exceptionnelle. Non, mais je crois que je suis comme vous, hein, puisqu'il y a beaucoup de maires ou d'élus dans la salle. Moi, en 2020, quand j'ai écrit mon programme, quand j'ai préparé les choses, je me suis dit, voilà, comment relancer ma ville ? Qu'est-ce qui donne sens maintenant en 2020 ? Et nous, on a tout mis sur la culture. On s'est dit, bon, on s'occupe tous, hein, bien sûr, de sécurité, de solidarité, d'écologie, mais je voulais donner une âme supplémentaire. Alors, j'avais aussi la chance d'être dans une ville où il y avait déjà le Printemps de Bourges, où il y avait une des premières maisons de la culture de France, où il y a une école nationale des beaux-arts. Et je me suis dit, il faut vraiment qu'on amplifie la dynamique culturelle à Bourges. Alors, au départ, la candidature pour être capitale européenne de la culture, c'était un prétexte. Et donc, on s'est retrouvés au premier tour et on a passé le deuxième. Et on a passé le deuxième tour. Au deuxième tour, on s'est trouvé devant 3 capitales régionales. On peut les citer, hein, parce que voilà, vous les connaissez sûrement. On était face à Montpellier, Rouen et Clermont-Ferrand. Et nous, on a joué. Alors, ce n'est pas du tout une critique par rapport aux métropoles, hein, que les choses soient très claires. Mais on a joué les villes à taille humaine contre, entre guillemets, les métropoles régionales. Parce que ce qui est aussi intéressant d'analyser dans la culture, c'est que quand vous regardez les chiffres dans les métropoles régionales et dans les villes à taille humaine ou dans la ruralité, les métropoles régionales ont eu des financements d'État 2 fois supérieurs aux villes à taille humaine. Donc nous, on a dit, eh bien, après le Covid, après Marseille, après Lille, qui est la capitale européenne emblématique, on doit mettre le curseur sur les villes à taille humaine. Et donc, on a convaincu la Commission européenne, hein, parce que c'est un jury européen, composé de 10 membres européens et seulement de 2 membres français, qui nous a sélectionnés sur cette vision de la ville à taille humaine, du territoire résilient, de l'agilité et bien sûr du fait qu'on faisait de la priorité la culture. Dernier chiffre que je vous donne, c'est dire que moi, dans mon budget de fonctionnement, la culture, c'est 16%. La moyenne des autres candidats, c'était entre 8 et 12. Donc on fait quand même un effort très important au niveau de la culture et ça nous a permis de remporter ce titre et de commencer à travailler d'ores et déjà pour organiser, puisqu'on représentera la France
en France cette année capitale européenne de la culture. Et ce que je peux vous dire aussi, j'en profite, Mais parce que allez-y. vous le disiez, la culture, c'est la culture, mais c'est aussi la question économique. Moi, depuis que j'ai été désigné capitale européenne de la culture, j'avais un problème d'hôtels et de restaurants dans ma ville moyenne. J'ai 3 projets d'hôtels qui sont arrivés en quelques mois. J'ai 2 projets de restaurants. J'ai des investisseurs qui arrivent de partout. Et donc ça veut dire que la culture, bien sûr, c'est du spectacle vivant, mais c'est aussi de l'économie. Et ça, il faut le rappeler. C'est un élément aussi, on l'a vu avec le Teil et Langres, d'appropriation d'une certaine manière par la population de la fierté. Alors j'aime pas trop ce terme personnellement, mais on s'en fout. Je veux dire, mais voilà, du côté voilà, d'habiter une ville, de s'approprier sa ville, son identité, etc. Et finalement, qu'on aime ou qu'on pratique la culture, peu importe finalement, on est dans une dynamique où la culture est une locomotive très forte. C'est clair. Alors au départ, ma population, quand on était à quelques jours du 2e tour, pas grand monde ne croyait qu'on allait gagner. Tout le monde me croisait en disant on est face à Montpellier. Enfin, Montpellier quand même. On est face à Rouen, Clermont-Ferrand. Et nous, on est les petits poussés de la candidature. Et le fait d'avoir gagné, ça a entraîné une formidable dynamique dans la ville. Le 15 octobre, on a présenté les appels à projets pour les structures locales. On avait 800 personnes, on s'attendait à 400 personnes, on avait 800 personnes qui venaient nous présenter des projets. Parce qu'une capitale européenne, je ne sais pas si vous connaissez, mais ce n'est pas les Jeux Olympiques. Hein, alors les Jeux Olympiques, c'est formidable, hein, mais c'est 15 jours. Une capitale européenne, c'est 1 an pendant lesquels vous avez des spectacles. On a déjà 500 spectacles prévus, on travaille sur ça, 52 grands projets. Donc c'est toute l'année. Et le but, moi ce que je dis, et je pense que vous êtes d'accord sûrement avec moi, c'est que nous, on ne veut pas, parce que l'Europe, eux, ce qu'ils veulent dans les capitales européennes, c'est des grandes expositions. Ils veulent qu'il y ait des trucs qui arrivent, parce qu'on a aussi un tourisme européen. Eh bien moi, j'ai aussi dit à l'Europe, mais moi, attention, je veux des grandes expositions, mais à côté, je veux une mobilisation citoyenne. Je ne veux pas que la population soit consommatrice de cette capitale européenne de la culture en 2028. Je veux qu'ils soient acteurs. Et c'est pour ça qu'on a mis 5 millions d'euros sur des projets locaux qui vont être organisés pendant 2028. Et ça nous crée un formidable mouvement de mobilisation citoyenne. Monsieur le maire, 800 personnes à votre réunion publique, 5 millions d'euros. On va pas faire le calcul ici, mais je n'étais pas bon en maths, mais qu'importe. Je veux dire, est-ce que vous allez réussir à satisfaire toutes les demandes et est-ce qu'il va y avoir des critères exigeants pour justement accéder à, et quel serait par exemple le profil type d'un projet qui serait financé par la ville et l'Europe, donc en l'occurrence? Alors, vous avez tout à fait raison. Tout le monde n'aura pas, bien sûr, tout le monde n'aura pas, mais on va faire des appels à projets. On va accompagner les porteurs d'appels à projets. Il faut que ça soit des appels aux projets européens, mais ça pourra partir de la plus petite association jusqu'aux grandes structures. Et on va, et bien sûr, les élus que nous sommes ne seront pas dans le jury des appels à projets parce que l'Europe nous oblige, et c'est tout à fait normal, à créer une structure à côté de la mairie qui s'appelle Bourges 2028, où il y a le département, la ville, l'État, l'agglomération, la région, et des personnalités qualifiées qui est indépendante des collectivités locales. Et ils ont leur propre autonomie pour choisir les appels à projets. Ce sont de véritables tournants quand on voit les effets sur Lille, Nantes, Marseille, qui sont de grosses villes, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc je souhaite donc à Bourges et tout le monde ici, bien entendu, le même destin. Et c'est pour demain, quoi. Oui, je peux vous dire que c'est énormément de travail, avec le fait aussi que on tient, hein, on est sur des rails, mais on a aussi beaucoup d'inquiétudes sur la situation financière présentée par les collègues, parce que, vous savez, ça a été dit par Madame la vice-présidente de la région, ma chère collègue maire de Taverny, à un moment donné, nous on va protéger au maximum, on a sanctuarisé le budget culture, mais quand sur un budget comme le mien, on vous reprend 3,3 millions, eh bien tout le monde va devoir faire un effort. Donc on essaye en ce moment de trouver des solutions, mais on mène aussi le combat politique. Moi je ne suis pas contre, très clairement, que les collectivités fassent un effort. Mais il me paraît démesuré actuellement. Et donc, bien sûr, il faut appeler sa pierre à l'édifice parce que les déficits publics sont là. Mais il faut aussi nous permettre quand même de continuer à faire nos politiques structurantes dans les mairies. Merci Yann Gallu pour ce témoignage. Je vous laisse rejoindre et peut-être que des questions arriveront jusqu'à vous tout à l'heure parce qu'il y aura un temps d'échange bien sûr avec le public. Monsieur le Président, Madame la Présidente de ce forum, si vous voulez intervenir et notamment pour voir de quelle manière on peut envisager de nouvelles pistes pour soutenir le financement de l'action culturelle dans les communes.
Il y en a quelques-unes qui traînent dans les tuyaux ou autres. Je vais essayer de les retrouver, et notamment une partie de la taxe de séjour fléchée vers la culture, par exemple, pour avoir des financements plus pérennes et qui donnent une meilleure visibilité à tous les acteurs qui sont là. Si vous voulez pas venir, c'est possible. Hein. Je veux dire, mais si vous voulez- Et Alors- restez debout, assise, bien sûr. Moi, je suis bien assise. Non, mais les financements, c'est pas forcément venu d'en haut, c'est aussi des recettes. Et le problème des recettes, c'est qu'on nous a supprimé la taxe d'habitation. Alors, le contribuable, et je suis évidemment aussi contribuable, a trouvé ça sympa. En revanche, déjà, les maires ont trouvé ça déplorable. Et philosophiquement, la citoyenne que je suis a trouvé ça lamentable. Parce que vous êtes dans une société de tout est gratuit, tout est dû. Donc vous avez beaucoup de nos concitoyens qui considèrent que la crèche, la police municipale, tous nos services publics, finalement, c'est un dû. Donc en plus, on se fait engueuler matin, midi et soir parce que ce sera encore trop cher. Alors moi, en plus, je suis dans une ville où je n'ai pas augmenté les impôts, donc je peux vous dire qu'ils sont bien reçus en général. Mais ça, c'est la suppression de la taxe d'habitation. Vous avez là maintenant, écoutez, aujourd'hui, 60% des gens à peu près sont propriétaires dans la moyenne nationale. Donc ça veut dire 40% ne payent pas d'impôts locaux. Donc, déjà, la première des choses, ce serait que, de mon point de vue, peut-être pas qu'il y ait deux impôts, comme avant, mais au moins un seul impôt local qui fusionne les deux et qui donne aussi aux gens la notion de l'importance des choses. Moi, je suis désolée, payer aussi cher deux menus au McDo qu'une prestation chez le médecin ou un service public, je trouve pas ça normal. Donc, en France, on a un problème aussi. C'est pas uniquement l'État qui doit... alors, ce serait surtout bien que l'État ne nous apporte pas finalement plus d'argent, mais déjà qu'il ne nous retire pas le peu de financement que nous pouvions avoir par nous-mêmes. Donc le premier problème, c'est la recette. La deuxième chose, c'est, je vous disais, expliquer aux gens que non, faire un instrument de musique, aller faire de la danse, aller voir un spectacle ne peut pas être tout le temps, alors parfois pour éduquer et aller vers oui, mais ne peut pas être tout le temps gratuit, parce que c'est une prestation exceptionnelle et que même si on connaît les problèmes de pouvoir d'achat de nos concitoyens, quand on voit certains achats qui sont faits dans des foyers, je pense que dans l'échelle des choses, la valeur des choses, on pourrait aussi apprendre à rééchelonner. D'accord, c'est hypersensible, vous le savez très bien, mais en même temps, bon, il faut bon, oui, je sais que vous savez l'habitude, mais tout à l'heure, Olivier Peverelli évoquait la possibilité d'ouvrir, de faire financer la participation des habitants, des citoyens ou autres, mais bien entendu peut-être avec des tarifications sociales ou autres pour que ce paiement, cette participation citoyenne, elle ne soit pas trop pénalisante pour un certain nombre de personnes. Oui, mais en France, on est dans un pays qui est généreux, où il y a beaucoup d'aides, et tant mieux. Moi, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut raboter les aides, mais je pense que voilà, quand on peut aller acheter au McDo un Big Mac et une frite et un Coca, on peut payer aussi une place de cinéma. McDo ou ailleurs, hein, bien sûr. Vous n'avez rien contre le McDo, je le précise. Olivier ? Oui, deux choses, effectivement. Moi, je sais que nous, on a une école de musique. Le coût pour l'année de l'école de musique, c'est moins de 100 € avec 20 minutes de cours par semaine. Et c'est 3 fois moins cher que la licence de foot. Et on ne retrouve pas les personnes qu'on souhaiterait forcément à l'école de musique. Donc là, il y a un sujet, mais je pense que c'est un sujet qui est culturel. Ça veut dire que peut-être il faut ouvrir aussi nos pratiques à d'autres formes musicales qui permettraient d'accueillir une population qui a une pratique musicale, mais qui n'est pas forcément celle de l'école de musique classique, et ça permettrait justement de renforcer les écoles. C'est la première chose. Deuxième chose, nous on a fait un calcul en Ardèche. Moi j'ai été vice-président de la culture pendant plusieurs années, et on a évalué ce que rapportait la culture. Quand on investit 1 € dans la culture, on récupérait, les recettes, c'était 7 €. Ça veut dire que c'est un coefficient quand même qui est énorme. Et on a, grâce à tout un tas de maillages culturels, avec des scènes nationales, des festivals, et puis une culture très locale, on a réussi à mettre en place une vraie dynamique, et le tourisme culturel a vraiment explosé sur un territoire qui n'était pas du tout autour de ça. Donc c'est aussi ce qu'il faut défendre, ça c'est la première chose. Et la deuxième, par rapport à cette notion justement de la culture, c'est pas pour moi,
moi, je pense que tous les projets qui ont été présentés jusqu'à maintenant parlent d'éducation. Donc, c'est bien de ça dont il s'agit, l'éducation. Donc, et la culture doit passer par l'éducation, par les écoles. C'est ce qu'on espère transformer la société. Ça veut dire que la culture a déjà 2 piliers fondamentaux de notre société. Donc, j'espère qu'on va développer les autres piliers tout à l'heure. On va passer la deuxième séquence. Je parle sous le contrôle de Sébastien Feribi pour réunir après. On récupérera toutes les questions à la fin, si vous le souhaitez, pour avoir une discussion plus globale. Mais forcément, le deuxième bloc a un lien direct avec le premier, une offre en dialogue avec les professionnels et les habitants. Les programmes culturels sont-ils soumis à de nouvelles règles? Les maires ont-ils tendance à vouloir y mettre leur grain de sel? Est-ce que les habitants peuvent être consultés? Mais ce droit légitime à la je vois que ça commence à répondre déjà. Mais ce droit légitime à la consultation, appelé d'ailleurs droit culturel dans la loi, ça existe, c'est installé, ne déborde-t-il pas parfois vers une tentation de tenir le stylo, le violon ou le son des artistes? Les professionnels, en tout cas, s'inquiètent d'une remise en cause de la liberté d'expression artistique défendue par la loi LCAP, Liberté de la création, c'est ça, à l'architecture et au patrimoine de 2016, ainsi que du développement d'une forme d'autocensure de la part même des communes, des programmateurs ou autres, pour faire face effectivement à de nouveaux mouvements. Je sens, Madame Portelli, que vous souhaitez immédiatement intervenir. Non mais pardon, mais alors je comprends le risque évidemment de censure. Par contre, on peut pas dire aux gens vous payez, vous faites un chèque et vous la bouclez quoi. Enfin pardon, excusez-moi, c'est pas possible. Et non mais il y a un moment, le beurre, l'argent du beurre et de la crémière, c'est pas possible. Donc en plus, je vais vous donner deux exemples dans ma commune. Avant, j'avais hérité du personnel municipal de mon ancien régime local et qui était de certains de très grande qualité et d'autres où j'ai dû me fâcher parce que j'avais plus d'exigences culturelles que la personne qui avait été affectée avant à un poste culturel important pour des raisons plus d'appartenance à un parti politique que pour ses compétences propres. Et j'ai dû me battre pour les 30 ans de l'équipement public pour qu'il y ait de la culture. C'était le monde à l'envers. Donc je veux dire, c'est pas parce qu'on est un maire déjà qu'on est un plouc. Et c'est pas parce qu'on est un maire qu'on veut faire moins de qualité et de prestations culturelles. A contrario, j'ai eu à un moment une candidature d'une dame qui était plus pour mon théâtre axé scène nationale, ce qui est très bien, et j'en finance en plus en tant que vice-présidente région. En revanche, elle voulait faire sur mon théâtre local que de la programmation de scène nationale. J'étais pour en partie, mais il fallait aussi que pour l'aller vers, elle ne me tue pas totalement la fréquentation du public, parce qu'il fallait aussi qu'il y ait un équilibre. Et quand je vous dis ça, ce n'était pas pour faire des choses bas de gamme. Donc voilà, par moment, le maire peut intervenir pour dire attention, ou là j'ai vu un excellent spectacle. Moi, vous voyez, la dernière intervention que j'ai faite avec ma directrice du théâtre qui est extraordinaire, ça a été de faire venir Marie-Claude Pietragala et Julien Derouault pour un spectacle extraordinaire autour de Gisèle. Je ne pense pas que ce soit une intervention qui choque le milieu du spectacle vivant. Donc, il peut y arriver évidemment parfois peut-être que ça grince, mais on ne peut pas demander aux financeurs publics d'être complètement taiseux. Ou je vous parle en tant que vice-présidente culture, quand vous financez un documentaire et puis qu'entre-temps vous vous rendez compte que le scénario n'est pas du tout celui qu'on vous avait présenté et que le réalisateur a fait l'apologie d'une personne qui fait partie d'une association qui depuis a été dissoute par le ministère de l'Intérieur pour ses accointances avec l'islamisme radical. Donc voilà, de temps en temps, il faut aussi que les acteurs publics puissent être présents, sans l'être trop, je suis d'accord. Et c'est toujours un dosage à trouver. Mais c'est quand même un dosage qui doit exister de mon point de vue. Comment il s'organise ce dosage? Comment dans déjà, les faits, il y a des rencontres préalables, bien entendu. Non, mais il y a des commissions composées d'élus et de professionnels complètement paritaires qui choisissent le film. On ne regarde pas sur la qualité artistique, on ne se permet pas d'intervenir. En revanche, je vous le disais, là, suite à cet épisode-là, j'ai demandé à ce réalisateur de nous rembourser. Voilà, donc c'est... mais le dosage, c'est évidemment d'en discuter, d'en parler ensemble. Ça ne peut pas être parfait. Parce que de toute façon, l'appréciation culturelle, il y a une énorme part de subjectivité. Mais on ne peut pas dire à un financeur, vous ne regardez pas, vous n'intervenez pas. Je pense que c'est... Ou alors, sinon, il faut se débrouiller tout seul. Mais on ne peut pas... c'est même, quelque part, en plus, hyper méprisant. En revanche, interférer dans la création artistique, je vais prendre encore un autre exemple. Dans ma commission culture, j'ai un conflit permanent avec le Rassemblement national, parce que dès qu'il y a un film où il y a des scènes de nudité,
Dès qu'il y a des films, la dernière fois c'était pour un migrant sur une moto, il voulait qu'on censure le film. J'aurais parlé un peu du passé de Marlon Brando dans sa filmographie d'Easy Rider, parce qu'ils avaient l'air d'être fâchés aussi avec les motos. Mais là, on était dans un cas de censure évident, où quand ils me font des interventions, j'ai Marie-Caroline Le Pen qui régulièrement me tacle l'art contemporain. Il voudrait qu'on supprime toutes les subventions que nous faisons pour le Fonds régional d'art contemporain. Là, vous êtes dans un cas précis. D'ailleurs, j'aimerais parfois que les médias s'y intéressent plus. De censure, d'intervention. Moi, il arrive qu'il y ait des films dont les thèmes ne me plaisent pas, mais je veux dire, on s'en fout. C'est pas le sujet. En revanche, faire des propositions, équilibrer quand on est élu local la carte culturelle de ce que vous proposez, à partir du moment où vous le financez, et surtout, vous faites aussi de la médiation culturelle. Parce que sur une thématique, vous allez pouvoir vous adresser au public de votre médiathèque, de votre microfolie, de votre théâtre, etc. C'est donc normal que tout le monde travaille ensemble. Olivier Péverelli, sur ce thème-là. Oui, mais j'ai un exemple qui s'est produit à Nancy cette année. Pour ceux qui connaissent l'autre canal, qui est une scène nationale de musique actuelle, il y a eu une campagne de presse qui a été faite par des élus de la région, notamment le porte-parole national du Front National, du Rassemblement National, qui a fait des conférences de presse pour interdire le concert d'un rappeur qui avait lieu à la scène nationale de Nancy. Ça a posé un vrai problème, bien entendu. Le directeur de la scène nationale, qui m'a raconté son histoire, a tenu. Il voulait à tout prix pouvoir accueillir cet artiste, puisque c'était dans vraiment un cadre artistique. Et les propos avaient été complètement déformés. Les propos que le rappeur prônait à travers ses créations. Après se pose la question de si les propos avaient été différents, est-ce qu'il faut l'interdire, l'accepter? Moi, je pense que il faut être vigilant sur le degré où on va. C'est important. La culture doit provoquer du débat, doit provoquer des échanges et du même coup la teneur artistique, à mon sens, doit être respectée. Je parle de la teneur artistique. Je rejoins complètement ce que dit Florence sur le fait que quand il s'agit de personnes qui ont eu affaire à la justice et sur du prosélytisme ou autre, ça c'est notre rôle aussi, de vraiment pouvoir l'interdire. Mais à la programmation culturelle, je pense, la programmation artistique, à mon sens, on doit la laisser libre, puisqu'elle provoque du débat, et c'est justement de se saisir de ça à travers la médiation pour amener les gens à la réflexion, quoi. C'est cette ouverture-là qui est indispensable, autrement on aura une société qui continuera à faire du cloche-pied. Merci pour cette intervention. David Nicolas, vous êtes le maire d'Avranches, donc, et dans la Manche. Quelle place de votre côté vous accordez justement, si vous voulez venir ici ou vous restez assis comme vous? Ok, il n'y a pas de souci. Ben, je vais avec vous alors, ça vous ennuie pas? D'accord. Donc très bien. Donc voilà, justement, on vient d'ouvrir ce débat sur le rôle. Est-ce que vous regardez de très près justement aussi ce qui se passe sur un plan culturel, ou est-ce que la liberté de création ou autre, elle est complètement sacrée? Je pense que dans nos collectivités, le processus démocratique d'élaboration d'une saison culturelle ou de tout type de programmation fonctionne. Il y a des commissions, il y a des instances délibératives qui permettent de produire, voire de coproduire avec différents acteurs, alors qu'ils soient internes à nos collectivités ou externes. Donc je pense qu'il n'y a aucun problème là-dessus, et laisser même envisager que des élus pourraient avoir des visions un petit peu orientées sur un contenu culturel, ça me semble un peu erroné. Je pense que c'est une fausse vision. En tout cas, c'est faire un procès qui n'est pas juste aux élus locaux. Et je pense au contraire qu'un élu, quel qu'il soit, puisse avoir des idées, être moteur dans une proposition culturelle. Moi, ça m'arrive régulièrement, notamment, on a un musée de France, donc là, on sort de la programmation culturelle au sens spectacle vivant. Ça m'arrive régulièrement de participer à des réunions de brainstorming pour pouvoir décider quelle sera l'exposition dans 1 an, 2 ans ou 3 ans. Je
Au contraire, c'est même très sain que l'on soit au cœur du réacteur pour pouvoir comprendre ce qui s'y passe. La place des habitants aussi, il faut en parler. Est-ce que là aussi, il y a des sensibilités qui remontent, des opinions? Comment on crée les modalités pour récupérer un petit peu comme ça une synthèse de ce que les habitants veulent voir, entendre? Alors, pour moi, la présence des habitants, des associations, des acteurs de toute nature dans le champ culturel, elle est essentielle. On l'a dit, on rentre dans une période qui budgétairement va être très compliquée. Et si on veut éviter que la culture soit une des variables d'ajustement budgétaire, il faut que les acteurs locaux, alors ça peut être un libraire, ça peut être une association qui organise un festival musical ou littéraire, soient au cœur du processus décisionnel pour pouvoir porter avec les élus, avec les équipes qui animent justement le domaine culturel, ces propositions. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un engouement populaire, ou en tout cas des forces vives en dehors de nos collectivités qui portent un projet culturel, on n'y arrivera pas. Ça pourrait être perçu par certains, et Florence le disait, avec certains élus des extrêmes, on est finalement une cible facile. En revanche, il y a un écosystème autour qui porte avec nous un projet culturel, ça fonctionne beaucoup mieux et c'est moins difficile à attaquer. Par exemple, il y a à Langres, donc il y a ces fameuses rencontres philosophiques. C'est quand même un sacré défi de proposer ça à une population qui, a priori, peut-être pas globalement sensible à ces questions-là. Je l'ignore. Je crois que la présence de Diderot doit laisser instiller comme ça dans l'ADN de votre commune, je veux dire, une passion peut-être pour la philosophie. Mais là, voilà, est-ce qu'on peut aussi proposer des défis à la population et les inviter à se creuser un peu plus les méninges en quelque sorte? Bien sûr, je pense même que l'essence même de la culture, c'est de bouger les lignes. Et c'est intéressant ce qui a été dit au sujet des footballeurs. Et c'est éventuellement aller chercher des publics là où ils sont. Nous, on avait organisé un spectacle, on a un club de foot qui est très important, qui embarque beaucoup de monde. On avait proposé à l'époque au président du club de foot d'organiser un spectacle dans l'écosystème, sur la plaine de jeu, qui est un centre d'entraînement aussi, avec François Morel. C'était assez intéressant. Parce qu'il faut, en fait, la culture, ça sert à ça. C'est bouger les lignes, bouger les esprits et créer de l'intelligence collective. D'accord. Avec cette volonté effectivement d'aller toujours plus. Merci pour cette intervention. Il y aura peut-être des questions qui viendront un peu plus tard. Fabien Le Garnevé, si vous voulez venir ici, vous êtes le bienvenu, bien sûr. Vous êtes le vice-président de la Fédération nationale des communes pour la culture, plus connue sous l'acronyme FNCC. Et vous êtes aussi donc un élu, mais je cherche la ville. Vannes, adjoint à la culture de Vannes. Merci pour votre précision. On évoque ces lignes un peu sensibles finalement entre programmation, rôle de l'élu, perception du public, etc. C'était une des thématiques qui a été abordée à Marseille justement lors de votre dernier congrès, les 11 et 12 avril derniers. Comment les élus ressentent globalement toutes les questions que l'on aborde ici sur ce fameux dosage dont parle Florence Portelli? Déjà rappeler que les élus, ils portent des politiques culturelles sur le territoire qui est le leur, que ce soit une commune, un EPCI, un département, une région. Ils portent une politique culturelle et que ce soit nos scènes nationales, nos centres dramatiques, toutes les scènes publiques comme les bibliothèques ou les musées ou encore les cinémas quand ils sont publics, ne sont que des outils au service de la politique culturelle que mènent les élus. On a été choisis par nos concitoyens pour mener les affaires, et notamment les affaires culturelles. Et donc, quand on va recruter, par exemple, une direction d'un théâtre, le recrutement va se faire sur un appel à candidature qui, lui, aura un cahier des charges. Et donc, dans ce cahier des charges, nous, on aura pu travailler en amont avec nos partenaires publics, avec les habitants, avec les comités d'usagers qu'on peut avoir, sur ce cahier des charges, ce qui est attendu de ce projet artistique et culturel sur lequel on recrutera une direction pour donner des lignes directrices. Ensuite, on fait notre recrutement et c'est à la direction qui est en charge de la programmation de faire une programmation qui va répondre à nos ambitions politiques, culturelles, répondre aussi aux aspirations des habitants du territoire pour ne pas être déconnectés de la population. Et puis, par la suite, la vie normale, le rythme de croisière de nos théâtres doit se faire dans un dialogue de gestion permanent entre l'élu
et le technicien qui programme, parce que, comme le disait tout à l'heure France Sportif, on n'est pas là juste pour signer des chèques non plus, c'est des outils au service de nos politiques culturelles. Et donc, on travaille en confiance avec nos directions, mais la confiance n'exclut pas le contrôle non plus. Donc voilà, il est sain qu'il y ait un dialogue de gestion sans que l'élu se prenne pour le programmateur. Après, je prends une autre échelle. Là, on parle de territoires qui ont des scènes nationales, de théâtres conventionnés, publics, mais on a aussi beaucoup de petites communes où il n'y a pas de service culturel. Et les élus peuvent avoir des ambitions culturelles néanmoins sur leur territoire avec leurs habitants. Et donc, il n'est pas rare, il est même très, très souvent admis que l'élu fasse la programmation parce qu'il n'a pas de professionnel pour le faire non plus. Et pour autant, il répond à une aspiration. Après avoir tracé légitime. le terrain de foot d'ailleurs la veille, après il se penche. Mais oui, c'est l'exemple ils font tout, en les maires, préparation, donc, mais vous avez des communes où en fait les élus ils vont eux-mêmes tracer le terrain de foot pour que le tournoi du lendemain des gamins du club de foot ou de rugby, je pense pas qu'on viendrait reprocher aux élus d'avoir tracé eux-mêmes le terrain de foot, que la ligue de rugby ou de foot vienne dire pourquoi vous avez fait ça, c'est pas exactement au bon centimètre, le tournoi peut pas se faire, non, ça n'existe pas. Et donc là, en matière culturelle c'est pareil, donc les élus ne veulent pas être intrusifs. Mais néanmoins, on est regardant sur ce qui se passe dans nos équipements, à condition que ça réponde à nos politiques culturelles. D'accord, c'est difficile, j'imagine, d'évaluer les attentes du public et de la population. C'est quand même un travail comme ça de prospectif qui n'est pas simple à mener pour satisfaire une attente difficile à identifier. Je ne sais pas si je suis clair. Oui, après, il y a des outils de la FNCC, on travaille donc la force des collectivités, hein, pas que les communes, mais on a aussi les EPCI, les départements et les régions, sur une boîte à outils, justement, une boîte à outils pour que tout se passe le mieux possible dans les politiques publiques qu'on mène en matière de culture, comme la définition de la ligne, la frontière mince, mais à définir quand même entre l'élu qui porte une politique publique de culture et le technicien qui, lui, va faire la programmation. Où est cette frontière où l'un ne doit pas trop dépasser chez l'autre. Voilà. Donc ce sont ce genre d'outils que nous sommes en train de mettre en place et qui ont été amorcés au congrès de Marseille de la FNCC, qui a permis d'avoir tous ces débats passionnants. On est une fédération qui est pluraliste et donc nous sommes en recherche permanente du consensus. C'est pas toujours facile, mais on y arrive. D'accord. Merci pour cette première intervention, Fabien Le Garnevet. Et vous reviendrez un peu plus tard, bien sûr, s'il y a des questions qui se posent. On va aller justement. Alors, il manquera la population, hein, en quelque sorte, qui pourrait monter au créneau et dire un petit peu ce qu'elle pense. Mais on va aller voir du côté quand même des artistes, puisque Florence Guinard, vous êtes là, vous voulez intervenir assise, debout, plutôt assise. Ouais, avec tout le monde, mais plutôt ici. Alors, je vous invite à venir ici, si ça ne vous ennuie pas, comme ça, je reste à côté de vous. Et puis, d'avance, pardon, pour toutes les personnes qui ne verront que mon dos. On tourne le dos en permanence, sans s'excuser. Hop, je mets là. Donc, on fait une petite mise en scène, en quelque sorte. Donc, vous êtes la directrice adjointe du Théâtre national populaire de Villeurbanne, centre dramatique national, adhérente du Syndéac. Toutes ces questions qu'on a abordées, les réactions, les commentaires des maires, justement, sur la place de l'élu dans l'élaboration d'une programmation, par exemple, sur les tensions qui peuvent être ravivées dans un contexte un peu plus tendu ou autre. Est-ce que vous avez sur ce sujet quelques premières réactions? C'est effectivement une question délicate parce que, comme l'a rappelé Monsieur Le Garnevet, il y a tout un cadre dans lequel les programmateurs, les artistes qui dirigent des lieux s'inscrivent pour porter des projets qui sont des projets artistiques ou des projets culturels. Donc, le cahier des charges qui est celui des programmateurs et des directeurs de lieux est précis, concerté, discuté avec les élus qui représentent les tutelles qui financent donc ces établissements. Donc, il n'y a pas de fait du prince d'un programmateur ou d'un directeur ou d'un artiste qui arriverait et qui, comme ça, d'un geste artistique déconnecté de toute forme de concertation, se permettrait d'utiliser de l'argent public à tort et à travers. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Donc ça, c'est quand même une première chose importante à repréciser. Et puis la deuxième chose peut-être, c'est quand même de se dire que cette fameuse loi du 7 juillet 2016 qui a été un tout petit peu balayée par une moue de Madame Portelli
est une loi fondamentale et une loi qui rappelle très précisément, dans son article 1 et dans son article 2, la liberté de création et la liberté de diffusion de spectacles vivants et d'œuvres d'art. Et cette loi n'a pas été promulguée pour rien. En fait, elle a été aussi une manière de protéger, de consacrer précisément ces libertés dans le cadre d'une liberté plus large qui est celle de la liberté d'expression, qui fonde les principes de la République française. Donc c'est très délicat cet endroit-là, c'est très précieux pour tous les citoyens français. Et là, je ne veux pas du tout créer de polémique pour dire qu'on serait les uns contre les autres. En fait, on a tous intérêt ensemble à protéger, mais du plus qu'on peut, ce type de liberté, parce que effectivement, on peut toujours discuter. D'ailleurs, on est en échange permanent avec nos élus. On a des échanges quasi quotidiens sur la manière dont on mène des projets artistiques et des projets d'éducation artistique et culturelle. Mais on voit bien l'écueil de cet endroit de porosité, parce qu'il y a des gens avec qui on peut discuter facilement, en bonne intelligence. Des élus, hein, on est bien d'accord ? Des gens, des élus ? Oui, des élus, des partenaires, en fait, des partenaires financiers, des partenaires aussi autres. Et d'autres aussi. Parce qu'on est d'accord sur le fond. On est d'accord sur des principes mais indispensables. Et on sent bien que si sur ces accords, sur ces principes indispensables, on n'est plus d'accord, ou on est vraiment... Comment faire pour trouver le bon endroit sans que justement, à un moment, la liberté de programmation et de diffusion ne soit clairement affirmée par tous et toutes. Voilà. En même temps, donc ce partenaire qu'est l'élu a le droit d'exprimer effectivement un certain nombre d'idées et d'avis et qui rentrent dans le champ de la... Dans le cadre de la loi, bien sûr. Dans le cadre de la loi, comme tout le monde en fait. D'accord, très bien. Il y a aussi peut-être une réaction au pape. Oui, vous avez un micro, regardez, juste à côté. Oui, parce que c'est enregistré. Oui, enregistrons. Non, mais tout à l'heure, je réagissais par rapport à ce que certains dans le milieu artistique osent dire, des élus, toujours dans le cadre de l'application de cette loi, comme si on n'avait pas notre mot à dire, justement. C'était ça, votre introduction. Donc c'est à ça que j'ai répondu. Et parfois, oui, on peut dire sur toute une programmation, pardon, mais ce spectacle, je ne le sens pas, parce que pour X raisons, par rapport aussi parfois à un contexte local, par rapport à des tensions qui peuvent y avoir, ce que comprend en général très très bien d'ailleurs le programmateur, ça ne veut pas dire forcément faire de la censure. Donc le problème, c'est pas revenir sur la loi. Le problème, c'est en effet de comment on l'interprète et la porosité. De toute façon, à partir du moment où il y a une porosité, ce sera toujours compliqué, il y aura toujours des risques. Mais en même temps, il n'y a pas meilleur système. J'en ai pas trouvé une autre solution. Donc c'est extrêmement compliqué. Quand vous voulez dire à quelqu'un qu'il a plus de légitimité qu'un autre pour intervenir ou pour faire valoir tel ou tel point de vue, évidemment, il faut laisser la place libre à la création, à la liberté artistique. Moi, je me bats pour ça. Mais je veux dire, honnêtement, cette co-construction où chacun doit rester à sa place, mais qui reste quand même une co-construction, dès lors que vous êtes plusieurs à intervenir et que chacun a sa part de subjectivité, c'est extrêmement compliqué. Il peut y avoir aussi parfois des dérives, pas que du côté des politiques. Je veux dire, c'est pour ça que je pense que c'est dangereux d'opposer. Je pense que c'est dangereux d'opposer. Non, c'était pas le but, et d'autant plus que je pense qu'on a tout intérêt à pouvoir mettre, alors là, de façon presque pratique, l'œuvre d'art au service d'un projet de vivre ensemble, donc un projet politique. Une œuvre d'art qui peut être soulever des questions polémiques ou des questions difficiles est aussi un moyen de faire de la médiation et de permettre autour de sa production et de sa présentation de permettre un débat, des dialogues. On peut s'engueuler autour d'une œuvre d'art, on peut ne pas être d'accord, et c'est très bien, et c'est à ça aussi que sert l'art. C'est aussi un moyen de rendre le débat démocratique vif, vivant, réellement. Vous avez vécu aussi... allez-y. Alors, je voulais juste terminer avec 2-3 petites questions ici. Après, on récupère tout, si vous le souhaitez. Juste une petite situation que vous avez vécue dans votre vie professionnelle, donc avec donc la programmation. On
on en avait parlé, donc une véritable situation de tension il y a 10 ans, lorsque vous dirigiez le théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis autour de l'exposition Exit B de l'artiste sud-africain Brett Bailey. J'espère ne pas avoir écorché le nom de l'œuvre et de l'artiste. Juste un petit rappel des faits et le chaos que ça a entraîné quand même malgré tout pour maintenir cette programmation. Alors c'est intéressant cet exemple parce qu'il a notamment concouru à l'élaboration, enfin en tout cas à l'accélération de l'élaboration de la loi LCAP de 2016. Ça s'est passé en 2014, à peu près il y a 10 ans donc. Et en fait, il s'agissait d'une installation performance qui mettait en scène des performeurs de peau noire dans des scènes reconstituées d'épisodes historiques qui mettaient en rapport des Occidentaux et des Africains, donc dans des scènes de domination, d'agression, de violence, etc., pour les dénoncer. Donc c'était une œuvre profondément antiraciste qui luttait contre ces représentations et contre cette histoire. Et lors de sa présentation à Avignon, tout s'est bien passé. Et puis, au moment où ça a été présenté à Paris en 2014, une association antiraciste a décidé d'essayer de faire annuler ce spectacle. Et ça a été très loin, puisque le théâtre Gérard Philippe a été attaqué par une charmante association du doux nom de Brigade anti-négrophobie. Et la police a finalement sécurisé le théâtre. On a eu le même dispositif que pour un match de rugby du Stade de France. On était très fiers quand même d'en arriver, alors pas un match de foot quand même, il ne faut pas exagérer, mais un match de rugby. Et tout ça pour dire qu'à ce moment-là, nous avons eu très fortement, et ça nous a été extrêmement utile, important, et ça a permis au spectacle de jouer, parce que les gens qui voulaient appeler à son annulation ne l'avaient pas vu. Hein. Personne n'avait vu le spectacle, et d'ailleurs on avait réussi à infiltrer un des membres de la brigade en amont pour lui montrer ce dont il s'agissait. Il a vu le spectacle, il a dit qu'effectivement ça n'était pas raciste, et il est sorti pour attaquer le théâtre. Donc on était sur d'autres modes de... Bon. Bref, alors tout ça pour dire qu'à cette époque, et la ministre de la Culture et le maire de Saint-Denis ont publiquement défendu le théâtre et la liberté d'expression, puisque la liberté de création et de diffusion n'existait pas encore de façon consacrée. Ça a été très important pour nous et pour le spectacle, l'artiste et le public, parce qu'en fait, il faut faire confiance aussi au public. Le public est capable de se dire s'il est d'accord ou pas d'accord, s'il a envie ou pas envie, s'il considère que c'est ceci ou cela. Et juste pour terminer, chaque œuvre d'art est évidemment sujette à des interprétations diverses, et c'est aussi ce qui fait la force de notre métier. Florence Guinard, une dernière question. Est-ce qu'il vous est arrivé de connaître un réflexe d'autocensure pour éviter, malgré vous et contre vos convictions, de jeter de l'huile sur le feu ? En fait, et ça aussi c'est important, quand on programme une saison, on programme généralement un ensemble de spectacles au-delà de tel ou tel projet particulier. Ce qui signifie que quand dans une saison, un projet peut être plus polémique ou un peu plus délicat sur ce qu'il raconte, il est forcément contrebalancé par d'autres propositions qui seront plus larges public, qui seront plus faciles, voilà. Donc en fait, c'est vrai que sortir un spectacle, par exemple, comme dans le festival de Nantes tout petit, qui traite de la dysphorie de genre, et dire que ce spectacle particulièrement est insupportable, inacceptable, c'est prendre les choses d'une manière un peu parcellaire. Alors, il m'est arrivé une fois de renoncer à programmer un spectacle qui est un spectacle pour enfants, fait par une compagnie belge et qui traitait de la prise d'otage de l'école de Beslan en Tchétchénie. Donc un sujet tout à fait joyeux. Mais le spectacle était vraiment magnifique et d'une grande force. Réellement, c'était remarquable. Il se trouve qu'à Saint-Denis, à l'époque, les attentats de 2015 venaient d'avoir lieu et l'assaut final, je dirais, de ces attentats avait eu lieu à 300 mètres du TGP. Donc autant dire qu'on était aux premières loges. Alors là, oui, je me suis dit que ce n'était pas le moment de présenter ce spectacle, mais je le regrette parce qu'il était vraiment magnifique. Merci Mme Guinard, c'est le temps des questions. Je vais vite voir Yann Galu qui avait levé... Oui, non, vous avez vu, non, je sors de ma boîte pour venir vers vous. Ou là, vous aviez une question à poser à quelqu'un. C'était pas obligatoirement une question, mais
Je pense que on peut être d'accord sur certains points. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ma collègue sur le rôle de l'élu par rapport à la création. Ma collègue Portellic qui est intervenue. Moi, j'ai une scène nationale. J'organise la capitale européenne. Je ne me mêle pas de l'artistique. Et pour moi, c'est un principe de base. J'ai un club de foot. J'ai la meilleure équipe de basket féminine d'Europe. Je ne me mêle pas de la composition de l'équipe de basket féminine. Il y a un moment donné, il faut rappeler les choses. Chacun doit être à sa place. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas un dialogue. On fait partie du conseil d'administration. Mais moi, je le dis, c'est Olivier Atlan, mon directeur de la Maison de la Culture. Je vais en septembre devant 800 personnes et c'est lui qui présente et je n'ai pas l'exclusivité. Et je n'ai pas avant cela. Pour moi, c'est fondamental. En revanche, la programmation locale culturelle, je donne des grandes orientations. Mais après, j'ai un maire adjoint, j'ai un directeur, une directrice de la culture qui fait une programmation diverse et variée. Et je m'interdis vraiment d'intervenir. En tout cas, c'est comme ça que je conçois mon rôle d'élu. La réponse. Alors, c'est très caricatural, mais c'est pas grave. Moi, c'était pas une intervention en mode stalinien. C'était une intervention en mode co-constructif. Je vous donne quelques exemples. Si je n'avais pas été là, Taverny, il n'y aurait pas le festival du film indépendant russe avec Macha Merrill. C'est moi qui l'ai apporté. Voilà. Si je n'étais pas là, Marie-Claude Kvitragala ne serait pas venue faire les Giselles. On n'aurait pas pu faire tout un développement sur les violences faites aux femmes et faire une transversalité, parce que finalement, le meilleur médiateur culturel, même si nous avons fait le choix d'embaucher un médiateur culturel, ce qui n'est pas le cas de toutes les communes de 30 000 habitants comme la mienne, c'est parce que le meilleur médiateur culturel pour moi, c'est quand même le maire, parce qu'il a un œil transverse et va pouvoir permettre de ne pas isoler un projet culturel, de dire, bah voilà, bah tiens, le Festival du cinéma, un autre que j'ai aussi créé sur ma ville, vous voyez, on avait cette année le thème la musique au cinéma. On a pu développer des choses justement avec Macha par rapport à Michel Legrand. On a pu faire des choses aussi avec le conservatoire. On a pu faire des choses avec les associations culturelles. Donc ça ne veut pas dire faire de l'interventionnisme en mode censure. Mais c'est quand c'est un peu votre compétence, parce qu'il se trouve que moi, c'est une partie de ma vie, c'est plutôt que de rester là dans son coin. Alors qu'on peut apporter en plus un carnet d'adresses et des réseaux qui sont intéressants, c'est d'ouvrir sa bouche. Moi, je pense que mes concitoyens m'ont aussi élu parce que j'avais cette fibre-là et cette passion-là. Et c'est ce qui me permet de défendre la culture. Toi, tu es un ponte dans l'architecture, dans la défense du patrimoine. Et je pense que pour ton environnement et notamment le Mont-Saint-Michel, heureusement que tu es là. Donc, un élu, à part être une étiquette politique pour certains, c'est aussi parfois des gens qui ont des compétences. C'est sûr qu'a priori, j'irai pas donner des conseils sur des sujets où je suis franchement totalement nulle, hein, et il y en a. Et notamment justement le basket. Voilà. Mais en revanche, sur le foot, ça m'est arrivé quand le club de foot est allé me voir pour faire un échange européen, de leur rappeler qu'on avait des villes jumelées et de leur proposer encore plus de moyens pour faire encore plus d'aller vers et d'en plus de proposer à des jeunes de faire des stages linguistiques dans le cadre de ces matchs de foot. Je pense qu'un maire qui a de l'ambition et une vision peut permettre parfois à des acteurs qui sont totalement compétents tout seuls, mais d'aller parfois plus loin. Allez, ok, on a 10 à 15 minutes de débat, donc je ne sais pas qui veut prendre la parole, avec des interventions plutôt courtes pour qu'il y ait des réponses, si bien entendu vous adressez à quelqu'un ou des témoignages. Je vous laisse vous présenter, monsieur. Donc Nicolas Dubourg, je suis président du Syndéac, le syndicat des entreprises artistiques et culturelles. Dans ce débat, je pense qu'il faut justement éviter de personnaliser. Parce qu'on a des élus qui ont des compétences dans le domaine culturel. Parlez bien dans le micro, pardon, on vous entend. Voilà, on a des élus qui ont des compétences dans le domaine culturel ou dans d'autres domaines, l'industrie, la médecine, etc. Mais précisément, ils ne sont pas élus en vertu de ces compétences, ils sont élus par l'ensemble des citoyens. Et si je dis ça, c'est que les artistes et les directeurs de lieux, en fait, ils ne doivent pas être dans un dialogue avec un élu, ils sont en dialogue avec la société. Et ça, c'est fondamental de le rappeler. Nous sommes en dialogue avec l'ensemble de la société. Et que garantit l'élu ? Il garantit la possibilité du dialogue. Et c'est là où il faut replacer les choses à son endroit, je pense, par rapport à la loi LCAP. C'est que ce que nous attendons, je pense, et là je parle en tant que citoyen, et aussi en tant que directeur de salle, ce que nous attendons des élus, c'est qu'ils exercent leur pouvoir de justice notamment, leur pouvoir de police. Et ce n'est pas le seul pouvoir dans la société. Le pouvoir législatif, le pouvoir juridique,
le pouvoir de presse. C'est l'ensemble des pouvoirs. Et notre démocratie repose sur quoi? Sur le partage des pouvoirs et le dialogue avec les contre-pouvoirs. C'est ce qui garantit une dynamique de société démocratique et libre. Et je pense qu'aujourd'hui, la menace réelle qui pèse, c'est pas de savoir s'il y a des bonnes, des mauvaises œuvres ou quoi que ce soit. C'est de savoir si on est encore dans une société qui garantit le partage des pouvoirs et qui garantit le dialogue entre pouvoir et contre-pouvoir. Donc nous, ce que nous attendons des élus, je pense fondamentalement, au-delà des compétences, et c'est agréable de parler avec un élu qui s'y connaît, parce que franchement, quand on est médecin, parler avec un élu qui a le domaine, on se dit, c'est bien, il me comprend. Mais fondamentalement, c'est pas ce qu'on attend de lui. On attend que lui, dans la fonction qu'il exerce, il exerce son pouvoir exécutif, son pouvoir de police locale, etc. etc. Donc nous... On va poursuivre. Voilà. Très bien, merci, Donc, on a bien compris. vraiment, Juste quand même pour info, quand Ouais. même, parce que je veux bien tout entendre, mais Ouais. un maire n'a pas que des pouvoirs de police. Non, C'est pas ça la fonction d'un maire. Non, parle sous le contrôle des je collègues. parlais pas de la police au sens Non, mais je moi non plus, municipal. moi non plus. Mais oui, faut être Parler précis. de premier magistrat. En fait, le maire, Oui, non, son mais il pouvoir n'est pas que exécutif. premier magistrat. Et il est élu au nom d'un programme. Et il est élu par les gens. Et c'est lui qui est le premier interlocuteur au nom de ces gens. Ça s'appelle la démocratie. Donc, je trouve hallucinant d'entendre ça comme ça. Et après, évidemment, il y a des individualités. Mais c'est ce qui fait la richesse de l'élu local. Et c'est fait que ce n'est pas un élu déconnecté. Parce que justement, les gens, je suis désolée, ils nous choisissent aussi par rapport à notre personnalité, par rapport à des appétences particulières. Moi, par exemple, je pense que j'ai aussi été élue parce que j'ai dit ma priorité, c'est la culture et l'éducation artistique et culturelle. Sinon, ils auraient choisi quelqu'un d'autre. Et ils ont tout à fait le choix de choisir quelqu'un d'autre. Donc non, la personnalité de quelqu'un et son programme, je suis désolée, eh bien ça compte. Et on n'est pas que 2 articles dans le CGCT. La fonction d'un maire est beaucoup plus vaste en France, contrairement à d'autres collectivités européennes. Olivier Peverelli, allez-y, Oui, on oui. continue. C'est bien, ça vit. C'est génial. C'est génial. Moi, je trouve ça génial parce que on est d'accord sur le fait qu'il y a des visions complètement différentes et c'est ce qui fait. C'est ce qu'on doit remettre sur le marché de la rue. C'est la discussion et de faire en sorte que justement il y ait des opinions différentes qui puissent s'exercer. Et moi, par contre, je pense que le rôle du maire, moi je le redis, ça restera en dehors pour moi d'une programmation ou non d'un événement culturel. Et c'est compliqué, mais quand il y a une programmation culturelle, ça veut dire qu'il y a aussi des individus, des habitants derrière qui ont envie que ça se passe. Donc, et du coup, ça doit ouvrir un espace de dialogue. Parce que si, et c'est compliqué parce que moi, je suis un peu schizophrène aussi. Moi, j'ai eu une proposition d'une pièce de théâtre qui a été faite, qui évoquait les crimes des attentats à Charlie Hebdo. Ils sont venus me voir parce que c'était en lien avec Montélimar et c'était pour le centenaire autour de la laïcité et ils voulaient venir dans ma commune pour présenter cette pièce de théâtre. Moi, j'ai discuté avec le metteur en scène et sauf qu'il avait une date précise et je lui ai dit mais je peux pas, j'ai une salle de 100 personnes il y a 100 personnes. Il me dit moi j'ai besoin d'une salle de 400. Je lui ai dit elle n'est pas occupée. Et il m'a défoncé justement sur Charlie Hebdo pour dire que je faisais une censure. Et je vais vous dire franchement, le fond de ma pensée, c'est que j'avais quelques sueurs, honnêtement, à la présenter, cette pièce. D'accord. Je le dis. Et on est dans des situations comme ça, des fois, qui sont difficiles. Mais je l'aurais fait et avec par contre une médiation autour, avant, pendant, parce que c'est des sujets qui peuvent être explosifs. C'est tout le débat qu'on a là et je crois que notre rôle c'est justement d'ouvrir ces espaces de dialogue. Est-ce que c'est pas prendre un risque plus grand de les interdire ?
Absolument. J'ai C'est pas la bien. réponse à la question que bien. je me pose. Fabien Le Garnivet. Ouais, je voudrais pas qu'on rentre dans la caricature de ce sont les élus qui portent la censure sur la culture en France, que c'est pas vrai déjà. Il y a des phénomènes que je ne nie pas qui peuvent arriver, mais néanmoins ce n'est pas vrai. Là où il y a des phénomènes de censure, c'est sur de la pression citoyenne ou des groupes constitués. Je vais prendre deux exemples qui sont arrivés et pour lesquels la FNC a pris la parole pour défendre nos collègues élus. Carnac dans le Morbihan, un concert d'orgue dans l'église de Saint-Cornélie de Carnac, validation du curé et du diocèse, et donc un groupe catholique extrémiste qui refuse que ce concert d'orgue profane, c'était pas CDC, hein, c'est quand même de l'orgue, hein, ils ont refusé qu'il se tienne là, ils ont bloqué l'église et ils ont même giflé notre collègue adjointe à la culture. Donc ça, on l'a dénoncé, la justice s'en est saisie évidemment, des plaintes ont été déposées. Et je prends un autre exemple de notre collègue de la FNDC à Montreuil, où des antispécistes se sont opposés à ce que Bambi soit diffusé aux enfants. C'est vrai. Et donc voilà, les groupes, ça prête à rire, mais quand on doit gérer ces situations-là, c'est difficile. Et on parle des lois, la loi LCAP, à l'origine, il y a 8 ans, la FNC a été mobilisée dans la construction de cette loi. Elle participe aujourd'hui à son évaluation 8 ans plus tard. Comme en 2021, on a participé à la loi bibliothèque qui garantit aussi la liberté des bibliothécaires. Et donc, quelques éléments d'évaluation, juste pour prendre quelques questions. Pardon, monsieur, je vous coupe. Mais voilà, évaluation, vous l'avez dit, de la loi de 2016. Elle est... c'est ce que vous avez annoncé? Oui, la mission d'évaluation, elle est en cours. Hein. Nous, on a pu échanger avec les 3 sénatrices qui portent cette évaluation de la loi, et donc pour donner aussi la parole aux collectivités. Merci beaucoup. Un témoignage ici. Bonjour, Auréliane Douche, directrice du syndicat des musiques actuelles. Juste pour finir sur ce sujet de la LCAP, et en effet dans les musiques actuelles, et vous l'avez dit monsieur, il y a eu beaucoup de cas de censure ou de tentatives de censure, entre autres dans la SMAC, l'autre canal en effet à Nancy. Et en effet, les sénatrices ont pu rendre leur rapport. On attend maintenant de la ministre de la Culture qu'elle puisse s'exprimer sur le sujet. Elle a dit qu'elle allait le faire d'ici la fin du mois pour annoncer des mesures concrètes, et je crois qu'on est toutes et tous en attente sur ce sujet. Merci pour ce débat. Moi, je voulais revenir sur les questions de financement. Quand le titre annonce une offre de spectacle sous tension, je pense que l'on soit élu, que l'on soit professionnel du secteur de la culture, on a bien en tête en fait les coupes qui s'annoncent avec les 5 milliards qu'on vous demande côté collectivité d'économies à réaliser. On a déjà vu qu'il y a des premières brèches qui apparaissent. Hein. Je fais allusion ici à la situation en Pays de la Loire, où la présidente de région annonce des coupes de l'ordre de 100 millions d'euros. Et c'est un appel que j'ai envie de formuler ici pour qu'on puisse travailler de manière concertée en fait, sur la construction de vos budgets culture dans le cadre des collectivités pour 2025. De manière, on a bien en tête qu'il y a des économies qui vont devoir se réaliser. On espère que des amendements vont pouvoir être portés aussi au Sénat pour amoindrir les efforts qui vous sont demandés et qu'on puisse travailler en toute intelligence en vue de 2025 pour essayer de pérenniser au mieux en fait, une offre culturelle et prolonger en fait, justement ce qui fait la vitalité de nos territoires, ce qui fait aussi justement la vitalité des créations et qu'on puisse le partager ensemble. Merci. Merci pour ce témoignage, bien sûr. N'hésitez pas, hein, juste monsieur Nicolas, pardon, qui voulait prendre la parole. Je voulais rebondir parce que c'est vrai que j'étais un peu, pas déstabilisé, mais un peu surpris par la tournure que prenait la discussion. Je pense que s'il y a bien une chose qu'il faut, et pour répondre à l'intervenante précédente, qu'il faut sacraliser, c'est la relation privilégiée entre l'élu, surtout s'il est clairvoyant, qu'il a envie de culture et qu'il est prêt à amener sa propre vision, et puis les acteurs techniques. C'est indispensable. Il faut continuer à renforcer ce lien très fort. Et puis la porosité. Ça, je pense que c'est essentiel. En effet, alors, la coupe sombre qui va être réalisée dans les finances des collectivités locales et qui est absolument dramatique, mais surtout absolument pas justifiée, parce que je pense que depuis des années, les collectivités font de gros efforts pour maintenir des budgets à l'équilibre, avec des sacrifices majeurs. Non pas à subir cette sanction, parce que j'interprète vraiment comme une sanction, qui en effet, surtout là où les élus ne sont pas mobilisés dans le domaine culturel, eh bien, vont venir sanctionner des pratiques culturelles locales, surtout en milieu rural, où on le voit bien, les élus qui sont moins affûtés sur les questions de promotion de toutes les
catégorie de production artistique risque de faire un choix brutal. Parce que c'est là que les marges de manœuvre sont disponibles. Vous savez, dans un conseil communautaire, moi je préside une interco de 95 communes. La plus grande commune de l'interco, c'est la ville dont je suis maire, 11 000 habitants. Je vous assurer que lorsqu'on prépare quand on délibère sur un PPI, dans lequel vous allez avoir une médiathèque, un office de tourisme à rénover ou 3 salles de sport, le choix des élus, c'est pour les salles de sport. Ça, c'est une évidence. Et vous n'arrivez pas si, on y dans arrive, parce vos que discussions et vos convictions d'élus culturels, en on quelque a une sorte. salle de production artistique qui est à l'Ancien Haras, qui est un lieu magique, Oui. qui va faire l'objet d'une rénovation. Mais pourquoi ? Parce que depuis des années, dans le cadre de festivals, on emmène des élus ruraux voir les spectacles. Mais c'est un vrai travail d'éducation. Je pense que la culture, c'est avant tout de l'éducation populaire, mais aussi des élus. Il faut que les élus qui sont affûtés sur ces questions de la culture soient en capacité de pouvoir embarquer leurs collègues qui le sont moins dans ces univers-là. Mais une fois que le pli est pris, ça fonctionne. Mais encore une fois, ça demande une vraie volonté politique, on y revient. Très bien. On a une place, je vois Sébastien Feribi, pour une question ou deux encore. Et puis après, ce sera terminé. Vous voulez ajouter quelque chose ? Moi, ce qui est... Mais très rapidement, je veux dire que les élus, ils sont suffisamment responsables pour construire leur budget tout seuls. On regrette les coupes budgétaires qui lui sont imposées, surtout en fin d'année où nos budgets sont quasiment déjà construits. Et évidemment, on va devoir faire des efforts. Et on le disait, on porte dans nos collectivités, on ne porte pas que des politiques culturelles et l'effort, il devra être partagé. Le budget de la culture, c'est le premier budget de la ville de Vannes et de loin. Néanmoins, s'il y a des efforts à faire, on va devoir faire des efforts. On perd nous aussi 3,5 millions. La culture, elle devra aussi prendre sa part. D'accord, très bien. Allez-y, je vous en prie, Mme Cardinal, tenez. Vous avez le micro. Alors, on parle depuis tout à l'heure de diminution des budgets et tout. Et je partage tout à fait, c'est aller chercher des recettes. Et c'est l'élu a la vision globale de sa collectivité. Et je sais que nous, pour pouvoir maintenir nos budgets pour la culture, on travaille énormément sur nos fluides et les coûts des fluides de manière à être autonome en énergie, de manière à ne pas pouvoir diminuer nos budgets. Donc, par contre, je trouve que c'est là vraiment la responsabilité de l'élu. Et je laisse les professionnels de la culture avec leurs compétences, et moi, je n'interviens pas. Très bien. Alors, il y a une tradition, M. Peverini et Mme Portelli, c'est donc de conclure un forum par les deux coprésidents. Donc, est-ce que vous avez passé un bon moment ? Est-ce que les débats vous ont paru à la hauteur de ce qui se passe dans votre groupe de réflexion qu'on peut rejoindre ? J'imagine, les maires sont invités à venir participer à l'élaboration. Vous parliez, chère madame, vous lanciez un appel en quelque sorte d'une co-construction avec les élus. Je laisse le soin aux deux coprésidents de conclure en quelque sorte ce forum. Mme Portelli. Ne pas oublier que les maires sont peut-être les meilleurs médiateurs culturels parce qu'ils ont une vue transverse et qu'ils sont élus du peuple. Et qu'à partir de là, c'est aussi le peuple qui doit, à travers eux, exprimer son choix. Il ne faut jamais, au nom de la démocratie, et quand on donne des leçons de démocratie, avoir peur de la démocratie. Et je pense que c'est quelque chose de très important. Et rappeler aussi que les preuves d'amour, c'est toujours dans les deux sens, sinon le couple finit par divorcer. Et moi, je ne souhaite pas le divorce avec le milieu de la culture. Donc il est bien que les politiques sachent reconnaître l'importance de la culture et c'est bien aussi que le monde de la culture sache reconnaître l'importance des politiques. Voilà. Monsieur le maire du Teil. Je crois que le débat qu'on a eu, à mon sens, il existe uniquement au moins quand on parle de culture, on voit bien que ça permet un espace de liberté qui est indispensable et qu'il faut conserver. Et pour le conserver, ça veut dire qu'il faut que la culture, elle surprenne, elle agace, elle fasse réagir, bien entendu, parce que c'est le ferment de notre société. Et nous, les élus, nous devons faire ou refaire de la politique. Parce que si nous n'en faisons pas, on laissera la place à des extrêmes qui vont se saisir de la politique. Et je crois qu'il faut donner à chaque occasion, il faut donner à chaque moment l'occasion que la politique s'installe dans le débat. Et pour ça, je crois qu'il faut quelquefois
ouvrir complètement. Et moi, je reste persuadé quand même que, et pourtant, j'ai aussi quelques pratiques artistiques personnelles, amateurs, mais j'attends de l'artiste justement, c'est qu'il nous laisse, il nous laisse une œuvre et qui dérange et qui fasse débat. Et notre rôle d'élu, ça sera bien de porter ce débat pour faire en sorte que les gens arrivent à se parler et s'engueuler. Parce que ça veut dire qu'on sait parler, quoi. Et c'est ça qui compte et c'est ce qu'on a besoin aujourd'hui. Et je pense qu'on est très proche, finalement, l'ensemble des élus de ce ciment qui nous tient. C'est pour ça qu'on est élus. C'est parce que on veut vraiment faire en sorte que des élus communaux, c'est que les gens se sentent bien dans leur ville, dans leur commune. Et ça veut dire qu'on a toutes ces passerelles à mettre en œuvre et la culture est vraiment, on s'aperçoit qu'à ce moment-là, elle est indispensable, quoi. C'est ce qui va faire ce... Rendez-vous aux prochaines engueulades donc, culturelles qui auront lieu, je sais pas ça quand, peut être bien, ça. dans le cadre des unions des maires et des groupes de travail. Merci à tous les intervenantes et intervenants. Merci à vous.